Cette année, vous le savez, je me laisse le choix de parler de d'autres catégories que de la F1. On a déjà vu ensemble l'endurance il y a quelques semaines avec les bases et les catégories. Il y a un peu plus qui arrive, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on parle d'une discipline qui a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir. Terminé les petits V6, place au fameux gros V8 américain qui manque tellement de raffinement que c'est exactement pour ça qu'on les adore, tout simplement. On va parler d'une discipline que j'aime beaucoup et je crois n'en avoir jamais parlé vraiment sur cette chaîne. On va parler de la NASCAR. Grosse voiture, gros V8, grosse vitesse, gros crash aussi et même parfois grosse baston, ouais, ça arrive. Bref, si vous en avez marre d'entendre parler de 5 secondes de pénalité, vous êtes plutôt au bon endroit. Ce dimanche a lieu la 10e manche du championnat américain de la NASCAR Cup Series sur le mythique circuit de Talladega. Ce circuit est connu pour être le circuit le plus long de la saison, 2,66 miles, donc 4,28 km pour nous Européens. Il se classe donc dans la catégorie des super speedway. Et oui, ils ont beau tourner en rond les gamins, le rond parfois il est plus ou moins grand. Et on peut donc catégoriser 3 types de circuits ovales aux États-Unis, les super speedway, les speedway et les short track. Et dans d'autres cas, on a aussi le dirt track, mais là, c'est un peu plus compliqué. If you're going hard enough left, you'll find yourself turning right. Bref, pour les différencier, c'est assez simple. Le super speedway, c'est à fond tout le temps, et la course se fait au draft, c'est-à-dire à l'aspiration. Il faut être donc très intelligent dans son placement dans le peloton pour prétendre à la victoire qui se décide dans le dernier tour, généralement, avec à la clé de temps en temps un gros crash. L'inverse, le short track, c'est comme dans Astérix aux Jeux Olympiques, quand ils font une course de chars dans une arène. Là, c'est exactement pareil. Tracé hyper court, mais avec des V8 de 670 chevaux, quelque chose dans le genre. L'année dernière, on avait vu un wall ride de Ross Chastain à Martinsville. Technique désormais bannie, hein, évidemment. Longer le mur comme ça, non, ça le fait plus. Et du coup, vous avez un entre-deux assez intéressant au pilotage pour le coup, le speedway. Et contrairement à ce que l'on pense, un ovale n'a pas 2 virages, mais 4. L'entrée du virage 1 est le virage 1. La sortie du virage 1 est ce que l'on appellerait en NASCAR le virage 2, et ainsi de suite. Bref, le circuit de Talladega est aussi connu pour des histoires de malédiction, entre guillemets. Promis, j'en parlerai à Squeezie pour qu'il fasse un trait d'horreur, peut-être là-dessus, mais en attendant, je vous parle rapidement d'une de ces histoires. Cette histoire concerne Bobby Isaac. Alors Bobby Isaac, c'est 37 victoires, 48 pôles pour 308 courses, c'est pas rien, c'est un bon pilote. Et l'histoire de Bobby se déroule lors de la Talladega 500 en 73. La course n'avait pas super bien commencé, puisqu'un autre pilote, Larry Smith, qui venait de la même ville que Bobby, à savoir Catawba en Caroline du Nord, venait malheureusement de perdre la vie en course dans un accident impliquant plusieurs voitures. Et à l'époque, non, on n'arrêtait pas la course pour autant. La sécurité des voitures était à peine sommaire, si on peut dire ça comme ça, et perdre des pilotes, c'était monnaie courante malheureusement. Ça faisait partie du jeu, et c'était aussi le cas pour la Formule 1 dans ces années-là. Bref, Bobby était toujours en course, en train de piloter sa voiture, et d'un coup, il commença à entendre une voix qui lui dit de sortir de sa voiture, sinon quelque chose allait lui arriver. Ça l'a tellement pris au trip qu'il a appelé à la radio pour rentrer au stand, et il est sorti de la voiture, est allé appeler sa femme pour tout lui raconter, puis il a décidé de rentrer chez lui. Suite à cet événement, il a arrêté de courir pendant 1 an avant de reprendre sa carrière pour 19 courses entre 74 et 76 avant de malheureusement décéder des suites d'une insolation après une course. Est-ce qu'il a vraiment entendu des voix ou est-ce que y a eu quelque chose qui s'est passé? Quelle a été cette expérience? Malheureusement, on le saura a priori jamais. Ah ouais, hein, vous avez cru que j'allais vous parler de saucisses, de bière, de bagnole et justement, c'est le bon moment pour vous raconter les origines de la NASCAR. Là, on a bien pété l'ambiance. Tout commence dans les années 1920 aux États-Unis, dont les politiques ont mis en place ce que l'on appelle la prohibition. Grosso modo, on sort des horreurs de la Première Guerre mondiale et tout le monde se presse dans les bars où l'alcool coule à flot, histoire d'oublier un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, on tente de réduire le phénomène pour éviter que tout le monde sombre en interdisant l'alcool sur tout le territoire. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Exactement l'inverse. Les bars clandestins ouvrent en masse et on voit une montée foudroyante du crime organisé, genre Al Capone. Pas le rappeur, le méchant. Mais quel rapport, vous allez me dire? C'est super simple, vos bouteilles d'alcool pour vos bars, elles vont pas se transporter toutes seules à la vue de tout le monde. Et les poulets, pas les tenders, eux, là, voilà, ils scrutent la moindre caisse, la moindre bouteille, et donc pour transporter tout ça, il faut des bagnoles. Et des bonnes bagnoles, parce qu'il faut échapper aux flics, comme dans GTA. Ces sortes de go-fast, comme on appellerait ça aujourd'hui, c'était ce que l'on appelait le bootlegging. Le bootlegging, grosso modo, c'est
En fait, t'attachais les bouteilles d'alcool à ta jambe et par-dessus, tu mettais ton pantalon. C'était une chaussette d'alcool, quoi. Entre guillemets. Donc les chauffeurs modifiaient leur propre voiture pour avoir plus de puissance, mais aussi plus de place. Et pour savoir qui était le meilleur, ils se retrouvaient sur un hippodrome et faisaient tout simplement la course entre eux. Parce que les circuits automobiles à l'époque, c'était pas ouf. Il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Et de plus en plus de gens venaient assister à leurs petites courses. Et la NASCAR est née comme ça. Du moins, l'idée de la NASCAR est née comme ça. Pour la petite histoire, Henry Ford, le gars qui fait les bagnoles là, était pour la prohibition et avait interdit à ses employés de boire de l'alcool quand c'était encore possible. L'ironie de l'histoire, c'est que Ford a sorti le véhicule parfait pour les bootleggers, le Ford V8, plus rapide que la police, suffisamment solide pour les routes cabossées et un super coffre pour mettre le moonshine, the booze, l'agnole, l'alcool quoi. Oh merde! Oh c'est con ça! Bref, de plus en plus de gens venaient voir s'affronter ces pilotes sur les hippodromes. Les gars qui organisaient les courses étaient littéralement là juste pour le pognon, mais vraiment juste pour le pognon, pour le piquer et pas le payer les pilotes, etc. Et on avait des dizaines d'associations qui tentaient de créer des courses, des championnats, etc. Bref, c'était un véritable bordel. En même temps, à quoi on pouvait s'attendre d'autre? Je vous le dis. Quand ça émane de la contrebande, là, forcément ça va mal tourner. Et c'est William France Sr. qu'on surnomme Big Bill, qui va réunir tout le monde, pilote, mécano, équipe, etc. en 1947, donc longtemps après, et va créer quelques très longs mois de négociations plus tard, la NASCAR pour National Association for Stock Car Auto Racing. Et donc la première course de NASCAR s'est tenue sur la plage de Daytona. Ouais, il n'y avait pas encore d'ovale bien à l'époque, tu vois, genre voilà, il n'y avait pas de mur non plus. Et pendant longtemps, on a fait courir des voitures de série sur la piste, donc des voitures de Monsieur Tout-le-Monde, d'où le nom Stock Car, des voitures non modifiées, des voitures stock. Alors du coup, on a conservé le nom, mais globalement, ça n'est que des voitures spécialement conçues pour la course aujourd'hui, avec un règlement technique, etc. Voilà, enfin, on est rentré dans la modernité du 21e siècle. Bon, malgré son passif de contrebandier, la NASCAR a pas mal évolué depuis, heureusement, vous allez me dire. Aujourd'hui, on compte donc 3 constructeurs avec Ford, Toyota et Chevrolet qui proposent des voitures de NASCAR qui reprennent les designs des Mustang, des Camry et autres ZL1 par exemple, histoire de coller quand même au fameux terme stock car, et c'est aussi voulu par la réglementation. Autrement, on reste sur un bon gros V8 5 litres 9 Atmo, donc ça chante quand même plutôt bien quand ça roule. Depuis quelques années, la NASCAR évolue encore, a vécu l'une de ses plus grosses révolutions avec les fameuses Next Gen, un peu comme la F1, on a des nouvelles voitures, sans trop rentrer dans le détail, puisque encore une fois, on pourrait en faire toute une vidéo à part entière. L'objectif de cette nouvelle réglementation, vous vous en doutez probablement, c'est de réduire les coûts, avoir plus de bagarres dans le peloton, et que les voitures de course en fait ressemblent à la voiture de série. On reprend encore cette expression « gagner le dimanche, vendez le lundi ». Alors la NASCAR n'a pas d'équipe constructeur, on n'a que des équipes privées qui achètent une voiture d'un constructeur qui produit des voitures pour la NASCAR. C'est comme en LMP2 si vous préférez. Les équipes se composent de 1 à 4 voitures et contrairement à ce que l'on connaît en Europe, où c'est assez uniforme, carré, etc., on n'en a généralement aucune qui se ressemble en NASCAR. Voilà, chaque voiture a son sponsor principal. C'est comme si vous aviez une Red Bull bleue et une Red Bull verte en Formule 1. Voilà. Contrairement à la F1 par exemple, les numéros ne sont pas la propriété des pilotes mais des voitures. Kevin Harvick, je t'embrasse Jeff évidemment, a longtemps piloté la voiture numéro 29 avant de changer d'équipe et de récupérer la voiture numéro 4. C'est comme si Leclerc partait de chez Ferrari et récupérait la voiture numéro 44 de Lewis Hamilton et qu'il y avait un autre pilote qui récupérait la Ferrari de Leclerc, la numéro 16. Donc du coup, entre coéquipiers, même si on se base sur la piste, on peut, entre guillemets, travailler ensemble, jouer de stratégie et c'est hyper important, en particulier sur les super speedway comme à Talladega ce week-end. Alors pour aller plus vite, on va jouer l'aspiration, ce que l'on appelle donc le draft. Et souvent, les pilotes vont même se donner des petits coups de pare-choc pour pousser celui de devant et avancer un peu plus vite. C'est ce que l'on appelle le bump draft. Bah oui, le gars de devant se prend tout le vent dans la tronche, donc le gars de derrière le pousse gentiment en ligne droite, puisque lui, il a pas de vent, donc il va plus vite. Évidemment, c'est une technique qui, aujourd'hui, reste dangereuse, puisque un faux mouvement et hop, ça envoie la voiture de devant en tête à queue à plus de 300 km/h. Et ça peut quand même mal se terminer, et quand ça tourne pas trop mal et que le gars sort, ça peut se finir en baston dans les stands, parce que oui, les contacts légers sont généralement tolérés, que ce soit en piste ou dans les stands d'ailleurs, entre mécaniciens, ou entre pilotes.
mais généralement ça se passe pas trop mal. Mais le but, c'est de retrouver quand même les petits copains en piste et créer littéralement des trains d'aspiration pour aller plus vite, voire pour décrocher le peloton. Et même parfois, on va s'aider entre équipes de la même marque, puisque on a les mêmes voitures. Donc il y a pas mal d'enjeux à faire sur justement les super speedway. Encore une fois, tout ça c'est pour les super speedway, plus que les autres. Mais comme c'est Talladega ce week-end, j'en profite pour vous en parler. Quand on fait la course sur speedway ou sur short track, c'est généralement un petit peu plus différent. Mais concrètement, ça se passe comment une course de NASCAR? Eh bien, on part pour 3 tours de formation. La chauffe des pneus est moins importante qu'en Formule 1, on n'a pas de couverture chauffante, etc. Même s'il faut jamais la négliger, évidemment. Les pneus montent gentiment en température avec la vitesse. Puis, on donne un départ lancé avec 2 lignes, donc pilote 2 par 2. La course se décompose en 3 segments, à la fin desquels on va agiter un drapeau jaune de compétition pour neutraliser la course avant de faire une relance. Finalement, c'est 3 courses en une. Cette règle est arrivée assez récemment, je crois, et a pour but de resserrer les écarts. Parce que oui, j'ai dit drapeau jaune de compétition, pas de drapeau rouge, puisque sur un ovale, généralement, lorsqu'il y a un incident, c'est une voiture dans le mur ou dans l'herbe, avec quelques débris sur la piste, etc., et des commissaires qui sont obligés d'intervenir pour dégager la voiture. Et donc clairement, c'est pas super safe de passer en peloton, pare-choc contre pare-choc, à 300 km/h devant des gars qui sont en train d'intervenir sur une voiture. Donc, dès qu'on a un drapeau jaune, c'est automatiquement une safety car. Et là aussi, il y a quelques règles, car on ne rentre pas dans les stands quand on veut. C'est même l'inverse de la F1, rester en piste sous safety car peut vous avantager énormément sur votre position au classement, mais derrière, il faudra vous accrocher avec vos vieux pneus et votre essence, parce qu'il y en a qui vont avoir des pneus neufs, le plein d'essence, qui vont pouvoir aller plus loin, et là, il y a plein de stratégies qui se créent. Parce que oui, on remet de l'essence pendant les courses de NASCAR, tout comme on peut changer les pneus que d'un seul côté de la voiture si on le veut, pour passer moins de temps au stand. Bref, il y a plein de petites subtilités comme ça. Pour relancer la course, 2 par 2, comme pour le départ, mais le leader doit relancer la course quand il est dans une zone spécifique. Et ça, je vous en avais parlé il y a un paquet de temps déjà sur la chaîne. C'était à l'époque du Grand Prix de Toscane. On avait eu une relance de Valtteri Bottas qui avait engendré un joli carambolage. Chaque vainqueur de segment gagne 1 point et après, évidemment, les pilotes marquent des points à la fin de la course selon un barème qui est différent de ce que l'on connaît en F1. Et non, le champion n'est pas forcément celui qui a le plus de points à la fin de la saison. Il faut marquer suffisamment de points pour se qualifier pour ce que l'on appelle les playoffs. Et les pilotes qui vont prendre part à ces playoffs vont se disputer le titre. Donc si vous n'êtes pas qualifié pour le playoff, c'est mort. Grosso modo, c'est comme un mini-championnat au sein du même championnat que tout le monde fait, sauf que ce mini-championnat, il intervient sur la fin de l'année. En fait, c'est comme si en F1, à partir des 3 dernières courses, on gardait les 5 premiers du classement général pour qu'ils se battent pour le titre, ou c'est comme si vous deviez vous qualifier pour Q3, voilà, et avoir le droit de vous battre pour la pole position, sauf que là, vous avez le droit de vous battre pour le titre. Voilà, grosso modo, c'est ça. 26 courses régulières sur la saison, 10 courses de play-off, faites un rapide calcul, les mecs roulent quasiment tous les week-ends de l'année, il y a de quoi faire, voilà. Et je rajoute pour les play-offs, évidemment, à chaque course, il y a des éliminés, sinon c'est pas marrant. Pour suivre tout ça, c'est le dimanche soir sur des chaînes américaines, ou alors en stream, ou alors vous pouvez aussi regarder ça en direct sur Automoto la chaîne avec Pat et Phil qui commentent la catégorie depuis le début des années 2000, si c'est pas avant d'ailleurs, en français, comme ça, c'est carré, c'est propre, c'est sympa. Bref, on pourrait en parler des heures et aller beaucoup plus dans le détail, mais c'est pas forcément l'objectif aujourd'hui. De la contrebande d'alcool, en passant par les voix qu'on entend sur les circuits, aux jeux d'aspiration avec des V8 5 litres 9, la NASCAR, c'est un sacré sport, bien plus intéressant que simplement de tourner en rond. Ceux qui ont iRacing et qui se sont tentés à une course sur ovale, vous savez très bien que c'est pas juste tourner à gauche. Et si le public pouvait comprendre ça, ce serait cool. Bref, n'hésitez pas à regarder la course de Talladega dimanche soir. Sauf s'il pleut, là c'est la merde, parce que du coup il n'y aura pas de course.